Commençons cette formation pour expliquer ce qu'est Docker. Eh bien, Docker permet d'utiliser plusieurs services ou plusieurs programmes grâce à des conteneurs. Ces conteneurs sont indépendants les uns des autres, mais il est possible de les faire communiquer ensemble si c'est nécessaire. On a utilisé tout à l'heure le terme conteneur, un terme qu'on retrouve souvent dans Docker. On peut assimiler un conteneur à une grande boîte, pour illustrer, et dans cette boîte, il y a différents programmes. Par exemple, il peut y avoir Ubuntu, on peut y trouver également un autre programme, Ping, un autre, PHP, et d'autres programmes. Maintenant, nous allons essayer de comprendre l'expression un conteneur peut être indépendant, mais il peut communiquer avec un autre conteneur. Et pour bien comprendre, nous allons utiliser une illustration. On voit ici dans un schéma trois conteneurs, le A, le B et le C. Ils sont donc indépendants les uns des autres, chacun son carré. Cependant, on peut les faire communiquer. Par exemple, on peut faire communiquer A et B. Voilà, cet exemple est fictif, mais c'est possible de le faire dans Docker. Donc voilà, on veut faire communiquer le conteneur A et le conteneur B, et on veut également faire communiquer le conteneur C avec le conteneur B. Et dans notre exemple, inutile de faire communiquer A et C, c'est pour cela qu'il n'y a pas de flèche. On va maintenant remplacer les lettres A, B, C par des conteneurs qui existent réellement. Par exemple, le A, on va utiliser le conteneur Apache, qui est un serveur web. Le B, ça va être MySQL, et le C, PHP Le conteneur MySQL permet de gérer une base de données en MySQL, et le conteneur PHP est une interface qui nous permettra de nous connecter directement à la base de données et d'interagir, pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur, effacer des données, modifier des données, en ajouter, etc. Par conséquent, dans notre exemple, Apache, qui est un serveur web, reçoit des requêtes. Et ensuite, il doit prendre des décisions. Par exemple, ce conteneur voudra peut-être se connecter à MySQL pour récupérer des données. C'est ce qu'il fait dans notre schéma. C'est pour cela qu'on a associé ou connecté Apache et MySQL avec une flèche, pour que les conteneurs puissent communiquer ensemble. De la même façon, PHP comme on l'a dit, est une interface qui nous permet de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la base de données, et ceci très facilement. Par conséquent, le conteneur PHP devra lui aussi se connecter au conteneur MySQL, et c'est pour cela qu'il y a une flèche. Le fait de savoir que les conteneurs peuvent communiquer les uns les autres, c'est très bien, mais à un moment donné, on a besoin de récupérer l'information dans notre machine hôte pour interagir avec l'utilisateur ou lui transmettre des informations. Et pour atteindre cet objectif, nous allons utiliser des ports. Par exemple, pour Apache, on va utiliser le port 80. De cette façon, via la machine hôte, on pourra récupérer les informations et envoyer des requêtes également grâce au port 80 à Apache. Ensuite, il va se débrouiller. Et pour PHP pour recevoir l'interface, on peut utiliser par exemple le port 8888. De cette façon, grâce à ce port, on pourra également recevoir les informations. Et vous avez vu, on ne va pas utiliser de port pour MySQL, parce que nous, en tant qu'utilisateur, on n'a pas besoin d'interagir directement avec son conteneur. On passe par le serveur web, ou alors on passe par l'interface PHP car c'est beaucoup plus facile pour nous. Je reviens très rapidement sur cette notion de port. Donc voilà, j'ai créé un schéma pour que les choses soient plus claires pour vous, mais dans la réalité, les choses sont un peu plus complexes. Voilà, ce n'est pas très dur, mais c'est un peu plus complexe que ce schéma. Mais j'ai utilisé celui-ci pour que ce soit clair dans votre tête. Plus loin dans le cours, vous saurez comment faire ce genre de choses, et vous comprendrez comment les choses fonctionnent réellement. Ce qui est également intéressant avec Docker, c'est qu'il est possible de démarrer des services ou des programmes ou des conteneurs très rapidement. Il est possible également de les arrêter. Une autre chose
que Docker nous permet de faire, c'est de créer un fichier de configuration avec plusieurs conteneurs qui nous permettra eh bien, d'avoir une configuration spécifique avec plusieurs conteneurs, comme on l'a dit. Et cette configuration, grâce à ce fichier, pourra être déployée dans plusieurs machines, par exemple un Macintosh, un Windows, un Linux, et également dans des serveurs physiques, ce qui est avantageux eh bien, pour nous tous. Maintenant, nous allons voir ensemble le vocabulaire de Docker. On va utiliser plusieurs termes. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise ou habitué à utiliser ces mots. Donc on va citer quelques mots et on va expliquer la signification. L'objectif n'est pas forcément d'apprendre tout par cœur, hein. Mais voilà, on va passer en revue quelques-uns et au fur et à mesure de la formation, eh bien ces termes vont être de nouveau utilisés et vous saurez bien ce que cela signifie. On va commencer par le mot conteneur. Alors c'est un mot que vous connaissez maintenant, on en a parlé tout à l'heure. On a dit que c'était une boîte, une sorte de boîte, voilà, un carré ou une boîte, avec différents programmes ou services à l'intérieur. Mais maintenant, comment est-ce qu'on crée un conteneur? On atteint cet objectif grâce à une image. Mais qu'est-ce qu'une image? Eh bien, une image contient toutes les informations pour la création d'un conteneur. Ou en d'autres termes, un conteneur va se baser sur une image pour être créé. Si vous êtes développeur et que vous connaissez la programmation orientée objet, dites-vous qu'une image est une classe et qu'un conteneur est une instance de cette classe. C'est une comparaison qui est bonne pour comprendre la différence entre une image et un conteneur. Car c'est important de ne pas s'en mêler les pinceaux et de bien définir ce qu'est une image et un conteneur. Il y a effectivement une relation, puisque comme on l'a dit, un conteneur a besoin d'une image pour être créé, cependant il ne faut pas confondre les deux. Et nous allons utiliser un schéma pour vous aider à bien assimiler cette différence. On a ici une image A, et on va créer un premier conteneur basé sur cette image. OK? Ensuite, on va créer un autre conteneur basé sur cette image. Donc on a ici une image, voilà, qui est la base, et on a créé deux conteneurs. Et nous, on pourra interagir, on pourra utiliser l'un et l'autre, ou les deux, peu importe. Ensuite, on a une autre image B, et on va créer un conteneur basé sur cette image. Donc maintenant, nous avons trois conteneurs, deux basés sur l'image A, et un conteneur basé sur l'image B. Notez que les conteneurs A, les deux, sont basés sur l'image A, donc ils contiennent des programmes, des services qu'il y avait dans l'image A, mais par contre les deux conteneurs A sont indépendants les uns des autres. Si je modifie le premier conteneur A, eh bien l'image n'est pas modifiée, déjà, ça c'est sûr. Et ensuite, la deuxième ou le deuxième conteneur A ne sera pas modifié non plus puisqu'ils sont indépendants les uns des autres, c'est ce que nous avons vu précédemment. Maintenant, on va définir le terme Docker Hub. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une sorte de liste de toutes les images officielles ou non officielles hein, qui sont disponibles et que chaque utilisateur peut donc utiliser. En quelque sorte, c'est un peu le NPM de JavaScript ou le packagist de PHP. Je vous affiche à l'écran le Docker Hub pour que vous puissiez savoir eh bien, de quoi il s'agit, à quoi ça ressemble. On va maintenant parler du Dockerfile, qui est un fichier avec un D majuscule et sans extension. Donc le Dockerfile permet de créer une image personnalisée que je pourrais ensuite utiliser pour créer des conteneurs, moi ou d'autres si je le mets dans le Docker Hub. Donc une image personnalisée est toujours basée sur une image qui existe déjà. Prenons un exemple. Dans le Docker Hub, il existe une image simple Ubuntu. Eh bien, je pourrais créer une image personnalisée basée sur Ubuntu et à l'intérieur, par exemple, je vais installer PHP. Et j'ai créé une image personnalisée. Car grâce à cette image, eh bien, je pourrais créer des conteneurs avec Ubuntu et PHP à l'intérieur. Je vous affiche à l'écran
un exemple de Dockerfile. Alors je vous le montre juste comme ça, mais n'essayez pas de comprendre, on verra ça plus loin dans le cours. On va maintenant parler du fichier docker-compose.yml qui nous permet bien de créer une configuration dans Docker spécifique avec plusieurs conteneurs, expliquer quels conteneurs doivent être liés, etc. On peut également rendre des fichiers spécifiques persistants. Donc je vous affiche à l'écran un exemple de docker-compose.yml que l'on peut également nommer compose.yml. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Et voilà, si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas. L'objectif ici, c'est juste d'aborder très rapidement quelques notions, mais on va approfondir ensemble plus tard. Et à la fin de cette formation, vous saurez créer un docker-compose.yml et comprendre comment il fonctionne. Voyons maintenant un des principaux avantages de Docker. C'est le fait de pouvoir créer plusieurs conteneurs qui sont basés sur une image. Pourquoi est-ce un avantage? Voyons cela ensemble. En fait, lorsqu'une image est téléchargée, elle contient toutes les dépendances et applications pour qu'un conteneur puisse bien fonctionner. Mais ce qui est intéressant, et on l'a répété plusieurs fois, c'est qu'il est possible d'utiliser plusieurs conteneurs pour une image. En fait, l'image n'est pas de nouveau téléchargée. Et cela permet d'utiliser des conteneurs très rapidement, de les lancer très rapidement. Et cela permet une utilisation efficace des ressources de notre machine, car une image va prendre de la place dans la mémoire de la machine, mais les conteneurs vont prendre moins de place en fait, puisqu'ils seront basés sur une image. Ainsi, lorsqu'on utilise plusieurs conteneurs basés sur la même image, il n'y aura pas forcément beaucoup plus de mémoire utilisée, puisque la majeure partie de la mémoire est utilisée par l'image, et les conteneurs utilisent une partie très faible de la mémoire. Et on peut faire une différence avec une machine virtuelle, vous connaissez peut-être, il y a plusieurs logiciels qui permettent de lancer des systèmes d'exploitation. Si on utilise deux systèmes ou deux machines virtuelles Linux, c'est deux systèmes d'exploitation qui sont lancés. Donc ça utilise beaucoup de ressources. Alors qu'avec le système de Docker, très efficace, optimisé, il y a une image qui a un système d'exploitation et bien souvent ce système est également optimisé, c'est une image légère ou une version légère. Et si on utilise deux conteneurs 3, 4, ils seront basés sur l'image, donc par le même système d'exploitation. Donc c'est vraiment très intéressant. Maintenant, voyons d'autres intérêts de Docker. Alors par exemple, avec Docker, il est possible de créer des serveurs web ou un serveur web très facilement. Imaginez que vous ayez des sites internet, plusieurs sites internet, il y en a un en PHP, un programmé en Node.js, un développé en Golang. Donc voilà, comment on fait pour s'en sortir? Eh bien c'est très simple avec Docker, il suffit d'utiliser des conteneurs. On peut également créer une configuration spécifique. On la teste dans notre machine, ça fonctionne, super. Ensuite, cette configuration, on la donne à quelqu'un d'autre dans une autre machine, une machine qui a Docker. Il déploie la configuration, ça fonctionne. On peut la déployer dans un serveur, ça fonctionne aussi. Tout ceci grâce à Docker. Un autre intérêt, c'est le test de différentes versions. Imaginez, j'ai un site internet en PHP, version 7. Et pour cela, j'utilise un conteneur de PHP version 7. Mais voilà, j'ai envie de tester la version 8. Eh bien, il suffit de changer le conteneur et de mettre un conteneur de PHP version 8, et tout de suite, on peut voir si notre site fonctionne bien et faire les différentes corrections. Et si ça fonctionne pas, et si nous n'avons pas le temps, de faire les corrections, hop, on rebascule le conteneur de PHP version 7 et de nouveau ça fonctionne. Et voilà, on peut faire des tests très rapidement et sans aucun problème. Docker permet également de travailler en équipe dans un même environnement.
Par exemple, on est plusieurs développeurs web, moi j'ai Macintosh, mon collègue a Linux, et l'autre a Windows, et on doit développer le même site internet. Voilà, on doit faire des tests ensemble. Donc on essaye d'installer les différents logiciels, mais ça peut poser problème. Par exemple, ça fonctionne sous Linux mais pas sous macOS. Voilà, il y a des conflits ou d'autres choses. Eh bien, tout ceci est éliminé grâce à Docker. Si chacun a Docker, on utilise la même configuration, hein, on l'a vu tout à l'heure. On l'installe, on la déploie, et on est tous avec les mêmes logiciels, les mêmes versions que l'on pourra ensuite supprimer très facilement. Il y a bien sûr d'autres intérêts, je ne vais pas toutes les lister, mais au fur et à mesure de la formation, vous allez apprendre, bien comprendre cet outil, vous allez le maîtriser et vous verrez par vous-même pourquoi Docker peut être utile pour vous.